Bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du podcast d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, figurez-vous que nous allons aborder un sujet qui n'a pas encore été abordé dans ces podcasts, qui est l'abondance. Et je suis ravie d'échanger sur ce sujet et d'accueillir mon invité du jour qui est Yumna Tarazi et qui a écrit un super livre sur ce sujet-là, dont j'affiche d'ailleurs, voilà, la couverture qui s'appelle Les 4 piliers de l'abondance aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et Yumna, entre autres, est coach, est formatrice et est créatrice d'une approche sur le fait de s'habiller vrai. Mais peut-être que tu nous en diras un petit peu plus sur ce sujet-là aussi. Bonjour Yumna et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci infiniment pour cette invitation. Je suis vraiment très honorée d'y participer et d'apporter le thème de l'abondance aux auditeurs et aux éditrices, puisqu'on a beaucoup de choses à dire, surtout dans le contexte actuel. On va voir qu'on est vraiment dans un contexte parfait pour déployer son abondance. On peut être surpris d'entendre ça, mais on va voir pourquoi c'est le timing parfait pour déployer son abondance et comment s'y prendre, surtout dans cette période difficile qu'on traverse actuellement. Ah, ça, c'est super intéressant, Yumna, parce que quand déjà on parle abondance, la première idée ou question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on met sous le terme abondance, déjà? C'est une excellente question parce que Pour justement, ton quand on tu parle veux d'abondance, partager, oui, pardon, je t'ai coupé. vas-y, quand on parle Il y a eu d'abondance. un petit décalage où il y a eu un silence et j'ai pensé que ta question était finie. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu mets sous le terme de l'abondance? Parce que souvent, on y met des a priori, ou on y met un secteur en particulier, mais aujourd'hui, la notion d'abondance, qu'est-ce qu'elle invite à considérer? Déjà, la notion d'abondance, c'est avoir à disposition plus que ce dont on a besoin. Ça, c'est vraiment la grande généralité. Maintenant, souvent, il y a des gens qui s'offusquent en me disant, on parle tout le temps d'argent. Est-ce que l'abondance, ça peut pas être une abondance d'amour, de relations, de spiritualité? Évidemment, je ne parle pas de richesse financière. C'est pour ça qu'on parle d'abondance, parce que justement, elle contient la richesse financière, elle contient la richesse et l'abondance de relations, d'amour, d'affection, de miracles, de spiritualité, mais aussi une abondance de santé et de vitalité, parce que sans notre vitalité, eh ben, on ne peut pas accomplir ni la richesse financière, ni l'épanouissement relationnel, ni la spiritualité. Et donc, ce sont ces mêmes personnes qui s'offusquent de dire ah, est-ce qu'on peut parler d'abondance d'amour parce que l'abondance richesse financière, on en a marre. Ben, ce sont les mêmes qui, quand je fais un sondage pour dire quel est le pilier d'abondance que vous souhaitez déployer en priorité, eh ben, j'ai mis le pourcentage dans mon livre et on est dans une majorité de personnes qui cochent quand même comme quoi leur priorité, c'est d'obtenir l'abondance de richesse financière. C'est quand même ça qui nous drive. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des êtres incarnés. Et le principe même de l'incarnation, c'est de trouver l'union et de faire la paix entre l'esprit et la matière, entre l'argent et la spiritualité. Donc l'abondance ne peut se déployer que grâce à ces 4 piliers, qui est la richesse financière, la richesse de relation, mais ces 2 piliers-là ne peuvent pas aller très loin si on n'a pas la richesse de vitalité. Et ces 3 piliers ne peuvent pas traverser notre plafond de verre si on n'a pas le pilier de la spiritualité. Donc voilà ce que moi je mets sous le thème de l'abondance, ces 4 piliers-là. Mmh. Oui, et c'est vraiment intéressant parce que dans ton livre, tu explores ces 4 piliers-là avec des idées, avec des visions, mais aussi avec des exercices pratiques, etc. Et quand tu parles justement de cette idée de relier ces 4 piliers, ça m'a fait rappeler une petite histoire qui était racontée, qui disait, en fait, il y a peut-être un sens dans l'ordre dans lequel on peut faire les choses, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'occupe d'abord de l'abondance financière ou est-ce que on s'occupe d'abord de l'abondance de relationnel ou est-ce qu'on s'occupe d'abord de l'abondance d'amour? Est-ce qu'il y a
un sens dans lequel on peut aborder les choses qui faciliteraient, finalement le chemin de l'abondance? Mmh. Moi, si je sais pas qui j'ai en face de moi, je dirais, on commence par le pilier de la vitalité. De regarder où en est notre énergie vitale, notre élan vital. Est-ce que je me réveille fatiguée? Est-ce que je me réveille avec élan? Je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne envie de me réveiller tous les matins? Si la réponse est non, si la réponse est je me réveille fatiguée, si la réponse est je ne sais plus pourquoi je fais les choses, il faut absolument commencer par le pilier de la vitalité. C'est le pilier le plus sous-estimé. On veut tout le temps trouver des solutions au niveau de sa mission de vie, au niveau de l'argent, au niveau de ses relations, de comment rencontrer la bonne personne, de comment raviver la flamme, etc. Mais on oublie que la clé pour ces deux piliers financiers et relationnels, c'est d'abord dans la vitalité, donc en termes et la santé. Oui, on attend souvent d'être malade et malheureusement notre société est fondée sur un système de maladie. Elle s'appelle la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, c'est pas l'assurance vitalité. Et, euh, et donc c'est de voir où en est sa vitalité, s'en occuper. Parce que si je ne sais pas pourquoi je me réveille tous les matins, si je traîne des pieds, c'est maintenant qu'il faut agir à la base et déjà reprendre l'alimentation qui va me remettre les idées en place parce que l'alimentation va agir sur notre manière de penser. On sait aujourd'hui que le sucre, des études qui ont démontré que le sucre, l'excès de sucre nous amène à broyer du noir. Des fois, juste en diminuant le sucre, en l'éliminant de son alimentation, rien que ça, déjà, ça clarifie l'esprit. On sait que le sommeil influence directement notre système nerveux. Donc voilà, donc rétablir le système nerveux. On parle beaucoup de nerfs vagues aujourd'hui, de respiration, de méditation. Donc voilà, aller travailler sur ce système nerveux, sur son alimentation, sur la fraîcheur de son organisme, le mouvement. On est des êtres sédentaires. Je ne sais plus qui, quelqu'un a dit en ce moment, sitting is the new smoking. S'asseoir, c'est le nouveau fléau comme fumée. Et, euh, et donc voilà, donc c'est d'abord s'attaquer à ça. Et si je coche oui dès le départ, alors si j'ai un sens à ma vie, si je sais pourquoi je me réveille, je peux directement aller attaquer le pilier financier. Mmh. Oui, parce que des fois, c'est compliqué dans je pense à certaines personnes que j'accompagne et qui, en fait, sont dans une dynamique professionnelle qui ne leur correspond plus et donc forcément, ils se disent: «J'ai envie de faire autre chose». Mais il y a la peur qui arrive, à ce moment-là en disant: «Mais oui, mais si je fais autre chose qui me plaît mieux, ben, j'aurai pas l'abondance financière parce que là, c'est quand même sécuritaire pour moi». En fait, c'est comme si ça tournait un peu en boucle et du coup, il y a cette forme d'immobilisme qui est là. Qu'est-ce que toi, tu préconiserais, pour sortir finalement de ces défis ou de ces obstacles qui, visiblement apparaissent quand même chez le plus grand nombre, hein? Oui, oui, oui. Et ben, déjà, il faut accepter de faire des erreurs et de ne pas être parfait. Parce que souvent, ça vient soit du perfectionnisme, soit de la peur de l'échec. C'est vraiment, j'ai remarqué, c'était les deux peurs les plus paralysantes. Perfectionnisme, peur de l'échec. Et donc, il faut déjà accepter d'être un mauvais élève et accepter d'échouer. Voilà. Et ça, se dire de toute manière, quand vous voyez une personne qui a réussi sa richesse financière, vous pouvez être certain qu'elle en a perdu quelque part en cours de route avant d'en gagner. Et c'est mathématique, c'est comme ça. On ne peut pas arriver quelque part sans déployer de l'énergie, sans en perdre, sans rater, sans tomber. On prend nos premiers âges, si on revient à notre enfance quand on apprenait à marcher, eh ben, on tombe, on pleure, on se relève, on se cogne, on a mal, on met un petit, voilà, la personne qui nous soutient vient donner un petit bisou, on se relève et puis un jour, on marche sans tomber. Mais on oublie, on a tous tendance à oublier la base, c'est qu'avant de marcher, alors évidemment, aujourd'hui, ça peut nous arriver de se prendre le tapis et de tomber, mais c'est beaucoup plus rare qu'un bébé qui apprend à marcher. Et on oublie que on a lutté, on a déployé des efforts pour apprendre à marcher. On n'aurait jamais pu le faire si on avait peur de tomber. Donc évidemment, on grandit, la conscience aussi s'élargit, la conscience de pouvoir tomber est plus présente et du coup, on a peur de
tomber et voilà. Et ça vient aussi de la qualité de sa sécurité, parce que c'est facile. Là, il y a des gens peut-être qui s'agacent de m'entendre dire ouais, mais bien, j'arrive pas, je suis paralysée. Et quand on est vraiment paralysé, on n'arrive pas à dépasser la peur de l'échec et le perfectionnisme, c'est que on va avoir besoin de s'attarder un peu plus longtemps sur son socle de sécurité intérieure. Et en ce moment, justement, comme tous nos repères changent, si notre sécurité intérieure n'est pas solide, on peut être plus figé que d'habitude. Si c'était l'extérieur qui nous servait de sécurité, si c'était les habitudes, le fait qu'on soit dans le même décor, dans les mêmes repères, et c'était ça, des choses extérieures à nous qui constituaient notre sécurité, eh ben, c'est normal qu'aujourd'hui, où tout change, on se sente en insécurité. Et donc, si on est vraiment paralysé à tel point que même si je sais que je suis perfectionniste et j'ai peur de l'échec, j'arrive pas à dépasser ça, c'est qu'il faut s'attarder. Voilà. Et comment on s'attarde à cette sécurité intérieure? Ben, moi, je ne connais pas d'autre chemin que la thérapie. Voilà. Moi, ce qui m'a aidé à vraiment consolider la sécurité intérieure, c'est la thérapie, parce que là, ça demande à remonter à des espaces archaïques. Et la thérapie avec des personnes, je parle de psychothérapie, parce que quand on creuse, il y a énormément de gens qui ont fait des thérapies. Bref, c'est très bien. Mais ça n'atteint pas ces espaces-là archaïques. Enfin, moi, de mon expérience et de ce que j'ai observé de mes clients, ça nécessite une psychothérapie un peu plus moyen terme, long terme, en complément de thérapie. Bref, pour aller travailler cette intériorité, c'est un peu comme des plaques tectoniques et on a besoin de créer la sécurité avec un thérapeute pour faire face à notre insécurité, parce qu'on ne peut pas aller contacter cette insécurité sans qu'il y ait un espace de sécurité autour qui nous tienne la main et qui nous aide à aller transposer cette sécurité qu'on expérimente avec le thérapeute à l'intérieur de soi. Ça prend du temps parce que le rythme du corps est lent et ça nécessite, et c'est pour ça que je dis que la période actuelle est idéale, parce qu'elle met en exergue ce qui a besoin d'être renforcé à l'intérieur de soi. Et aussi, c'est dans ces mouvements qu'on peut être pionnier des tendances qui vont venir dans les années à venir, etc. Donc, moi, je dis toujours, c'est quand l'économie se casse la gueule que c'est le moment justement de s'en occuper, parce que tout est à recréer pour soi déjà. Et voilà. C'était la question justement sur laquelle j'allais revenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui te faisait dire que c'était la période idéale pour justement aller rechercher ou exprimer cette abondance finalement, Ouais, fluidement quoi. complètement, complètement. Et justement, on est dans une période, on l'observe, que ce soit moi, je pense que toi aussi tu l'as perçu, avec des collègues, on en discute beaucoup. Il y a une très grande insécurité en ce moment qui vient, de ces grands changements qu'on vit post-crise sanitaire et qui sont à la racine, de ce nouveau siècle. Quand crise, ça vient de crisis qui veut dire tamis. Donc passer au tamis, c'est-à-dire, garder ce qui est bon, et la crise permet d'enlever ce qui était les vieilles peaux de l'ancien monde. Et c'est pour ça que c'est le moment idéal, parce que justement, on est devant une page blanche. Alors on va me dire oui, mais c'est ça que c'est le plus difficile, c'est quand on est face à une page blanche. Oui, rien n'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est le moment idéal que c'est facile, mais c'est quand même un moment idéal parce que tout est possible. On est dans la recréation d'une page blanche et justement, il y a tellement de gens qui sont figés ou qui se raccrochent au passé ou qui ne sont pas disponibles pour créer l'abondance, que ça laisse la place. Ça laisse la place pour ceux qui se donnent les moyens de se prendre en main, ceux qui sont dans un travail de conscience, qui sont dans un travail d'élagage, qui sont dans un travail d'aller embrasser l'ombre et la lumière. Et donc, on est les pionniers c'est nous, les pionniers de ce 21e siècle. Évidemment, si les gens nous écoutent aujourd'hui, c'est que si vous nous écoutez là, c'est que vous faites partie de ces gens-là. C'est pas par hasard qu'on arrive sur ce genre d'interview ou de livre. Et c'est pour ça que c'est un moment idéal, là où tout le monde voit une fin, le visionnaire voit un début de quelque chose. Et dans 10 ans, on regrettera de se dire
si j'avais su en 2024 que c'était le début de ce qu'on est en train de vivre, eh ben, je ne serais pas passée à côté. Donc, je suis en train de vous dire, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et commencez si vous pouvez dès aujourd'hui commencer à appliquer des choses qui vous permettent de créer l'abondance financière dans votre vie ou autre, c'est maintenant. Voilà, et vous serez les pionniers de ce siècle-là et dans 1 an, dans 2 ans. C'est jamais le bon moment, c'est comme en immobilier en fait. Et donc c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est pas quand ça ira entre guillemets «mieux», qu'il y aura des nouveaux repères et que tout le monde se mettra à créer la richesse financière qu'il faut le faire. Parce que là, ce sera saturé. Aujourd'hui, on est dans un océan bleu pour créer l'abondance. Je le vois aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Je suis presque choquée de voir le nombre d'entrepreneurs et de collègues qui arrêtent leur entreprise. Ils ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, mais beaucoup reprennent le salariat, beaucoup proposent des services à d'autres, beaucoup arrêtent leurs entreprises alors qu'ils étaient là depuis 5 ans, 10 ans. Ils arrêtent. Et c'est OK, c'est vraiment sans jugement et c'est leur chemin, mais on voit la fin de quelque chose. Et ceux qui restent là, ben, c'est ceux qui vont rester de l'autre côté de la crise, donc on sera beaucoup moins nombreux à avoir autant d'expérience et on sera aussi beaucoup moins nombreux à pouvoir raconter comment est-ce qu'on a dépassé cette crise. On aura des choses à raconter de comment on n'a pas coulé financièrement. Parce qu'encore une fois, les chiffres, les finances, c'est ce qui nous connecte à la réalité. C'est ce qui nous Mmh. connecte, c'est ce qui permet d'amener les rêves. C'est le canal pour incarner les rêves. Oui, Donc c'est voilà sûr pourquoi qu'on est c'est la on période. est dans une période, Yumna, effectivement, qui est assez chaotique et qui nécessite, j'aime bien ce que tu as amené sur la sécurité intérieure. Moi, je l'amène d'une autre côté quand on est dans les accompagnements sophrologiques ou autres, mais l'idée, c'est que si on manque de sécurité intérieure, quoi qu'il en soit, c'est de trouver un accompagnement pour gagner ça et pas s'appuyer sur l'extérieur, quoi. C'est la force sur laquelle on peut agir. Alors là, il y a 2 questions qui sont venues avec, ce que tu partages. On va commencer par la première, donc qui dit, «OK, ben, d'accord, j'ai compris, on est dans ce mouvement, on est dans cette transition, mais quelles sont les principales limitations à l'abondance que toi, tu as pu constater de par ton expérience?» Parce que forcément, qui dit abondance, si on n'est pas dedans, c'est qu'on a des choses qui nous limitent. Alors, quelles sont les principales limitations qu'on peut rencontrer? Il y a 2 choses. La première chose, on revient à nos chères croyances. On en parle beaucoup, on ressasse beaucoup autour des croyances, mais et moi aussi j'en ai. 2e chose et puis je les nomme et puis je les développe. La 2e chose, c'est l'environnement. Donc l'environnement qui va nous retenir, dans ces croyances-là. Donc il y a les croyances, donc ça c'est en lien avec notre pensée, notre état d'esprit. Et puis après, c'est l'environnement qui est comme favorable à ce que ces croyances s'ancrent, qui va venir valider ces croyances qui nous limitent. Et donc là, l'environnement, c'est encore très, c'est encore très puissant. Et c'est pour ça que les gens aiment bien aller faire des stages ou des formations ailleurs que chez eux. Ils aiment bien les faire en résidentiel, partir 5 jours en retraite. C'est ce que je propose aussi dans la formation Pro Sabier Vrai. On va aller en immersion dans un lieu inspirant, propice pour apprendre la nouveauté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller dans des séminaires. Et je pense que s'il y a un endroit où il faut investir son argent, enfin, à mon sens, après, c'est pas la seule vérité, attention, c'est vraiment d'aller investir sur soi dans des lieux, pas juste dans des choses en ligne, mais aussi de sortir physiquement de son environnement pour aller dans un environnement où j'apprends des nouvelles choses qui vont s'ancrer plus facilement quand l'environnement est nouveau, parce que je n'ai pas de croyances qui sont associées à ce lieu-là et je veux pouvoir associer un nouveau mode de pensée, un nouvel état d'esprit et des nouvelles croyances dans ce nouveau lieu à partir du moment où je suis entourée par les bonnes personnes qui m'accompagnent évidemment et évidemment des personnes, des camarades qui sont sur le même chemin que moi. On va se serrer les coudes pour justement renforcer les nouvelles croyances qui vont nous aider à ouvrir à l'abondance et on va s'encourager là-dedans. On va se créer. On ne peut pas éliminer l'environnement et les croyances qu'on a, mais on peut les remplacer. Donc, il faut hausser le niveau d'énergie
pour trouver quelles sont les croyances qui me permettent de vivre, d'incarner l'abondance et d'incarner mes rêves, et quel est l'environnement qui est propice pour moi, et les mettre ensemble. Et comme n'importe quel art, eh ben, consacrer du temps en résidence. Moi, je conseille beaucoup le résidentiel ou les voyages pour ça, pour aller transformer le système nerveux, parce que tout se joue au niveau des connexions neurologiques. Créer des nouveaux circuits neurologiques, les nouveaux circuits créent ces nouvelles habitudes, et les nouvelles habitudes créent notre nouvelle vie. Et petit à petit, même quand on revient dans notre ancien environnement après la formation, eh bien, comme on a déjà travaillé nos circuits neuronaux, eh bien, soit on va tirer vers le haut notre environnement, parce que notre circuit neurologique va être plus fort que l'environnement, soit instinctivement, notre corps qui est déjà câblé à l'abondance va inconsciemment, instinctivement faire en sorte que l'environnement à l'extérieur commence à refléter petit à petit ce qu'on a créé dedans. Et là, on commence à Ouais, avoir des événements de la vie qui nous amènent par-ci, des gens autour de nous qui s'éloignent, et tout ça va magnétiser l'extérieur pour que ça puisse s'accorder à la nouvelle personne qu'on est devenue. oui, d'ailleurs, tu emploies le terme magnétiser et tu dis, en fait, on peut magnétiser l'abondance. Alors, qu'est-ce que tu entends? Alors, quel que soit, hein, vous avez compris, le domaine de l'abondance, c'est pas juste le financier, ça peut être le relationnel, la Voilà, spiritualité, oui, c'est vrai, je parle l'énergie. beaucoup de l'argent, mais merci Oui, de oui. le préciser, Patricia. On parle aussi d'attirer la bonne personne, d'attirer des miracles, d'attirer une guérison au niveau du corps, de la santé, etc. Magnétiser, j'aime beaucoup comparer ça à aimant. Être un aimant à argent, un aimant à miracle, un aimant à bonne santé, ça veut dire celui qui aime. Et dans le sens où quand les connexions, quand on est câblé en fait aux habitudes qui permettent de générer l'abondance, donc ce sont les habitudes des gens riches, des gens épanouis dans leurs relations, des gens qui attirent les miracles, des gens qui sont en bonne santé, quand on arrive à se câbler soi-même dans son cerveau de cette manière-là, eh bien tout simplement, le monde c'est comme une pièce de puzzle en fait. Le monde, l'environnement va répondre en fonction de ce qu'on est dedans. Et c'est là où on a beaucoup d'incompréhension autour de la loi de l'attraction, où on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Et donc c'est ça ce travail de magnétisation, c'est qu'on devient qui on est. On incarne, on est ce rêve. C'est-à-dire que même s'il n'est pas encore incarné, je deviens cette personne, je suis cette personne qui est riche financièrement, épanouie dans sa relation, en bonne santé, etc. Je le vibre, je le suis et j'en suis profondément convaincue, et c'est pas là en fait. Et à partir du moment où je le suis, bah forcément, on agit comme des aimants, et souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les événements qu'on vit, les personnes qu'on rencontre viennent en miroir pour éclairer où j'en suis moi en ce moment. Voilà. Après, c'est là que ça demande un peu du discernement, parce que quand on aime travailler sur soi, heu, c'est important c'est pas 100 du temps où ça nous pointe des choses sur soi. Des fois, ça vient nous éclairer, des fois, ça vient nous chercher pour imposer des limites. Des fois, c'est tout simplement: «Non, interdit de me parler comme ça, tu sors de ma vie». C'est pas juste: «Ah merci pour la leçon», voilà. Donc c'est bon. Faut avoir un peu de discernement, le champ est vaste, entre quelles sont les situations que je magnétise parce qu'elles me parlent de moi, et quelles sont les situations où peut-être je les magnétise aussi pour apprendre à dire mes limites, voilà. Donc c'est apprendre à dire ses limites, et à la fois, c'est parce que je mets mes limites que j'arrive à magnétiser et à attirer à moi ce que je veux, voilà. Dire Oui, c'est non. ça, c'est un peu ouais. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on se dit dans l'abondance, il y a pas de limite et d'un autre côté, tu es en train de nous dire, ouais, il faut quand même poser des limites. Alors, comment j'entends déjà vos questions, hein, les amis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? D'un côté, sans limite et de l'autre côté, on pose des limites. Alors comment, tu peux nous éclairer un petit peu plus sur Voilà. ce domaine-là? C'est intéressant parce que la notion de limite a émergé dans ma discussion alors que je parlais on parlait d'aimant, et et la notion de limite, c'est un des fondamentaux de l'abondance. Si je ne sais pas poser mes limites, je ne sais pas accueillir l'illimité. Reconnaître ses limites, savoir les poser, que ce soit pour quelqu'un ou pour un projet, ou reconnaître pour soi,
C'est la base parce que, pour que l'abondance, qui est quelque chose d'illimité, puisse s'incarner dans la matière qui est limitée, il faut que j'ai conscience dans quelle limite elle s'incarne. Hein, un corps, il est limité. Si j'ai pas conscience de mon corps, mon âme, je peux pas je peux pas lui permettre d'œuvrer sur terre. Donc, la notion de limite est importante. Par exemple, je donne un exemple très bateau. Pour toutes les personnes empathiques, hypersensibles, un peu comme toi et moi, on veut pas censurer l'autre dans une discussion. J'ai rendez-vous avec des amis dans un café de 10h à midi. Je vois, il est déjà midi, puis mes amis continuent à parler, il est 12h15, il est 12h30, il est 13h et moi je sais que, j'ai des choses à faire pour mon abondance. Ça arrive pas juste en méditant. Je sais que j'ai d'autres rendez-vous, je sais que j'ai des actions à poser aussi, derrière mon ordinateur, chez moi, au bureau ou même j'ai besoin de méditer, peu importe l'action que j'ai à faire. Mais j'ai un travail à faire pour mon abondance. Eh ben, soit j'ai peur de déplaire en disant: «Écoutez les gars, je vous adore, mais il est midi. Moi, je dois partir. J'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche et je vais couper la chic à mes amis» et oui, ils auraient pu aussi s'organiser. On avait 2 heures, ils auraient pu s'organiser pour me dire ce qu'ils avaient à dire dans les 2 heures. Soit je veux absolument être aimée, je veux absolument qu'on pense de moi du bien, qu'on pense que je suis généreuse, gentille, nin nin. Je fais pas de vagues, je dis rien et je rentre chez moi à 15h au lieu de rentrer à midi et je n'ai plus le temps de m'occuper de ma propre abondance et j'ai juste servi de crachoir, d'écoute pour mes amis qui avaient besoin de raconter toutes les misères, non seulement les siennes, mais aussi celles de leurs amis, de leurs maris et de leur famille, de dire combien c'est difficile pour elles d'écouter les problèmes et tu l'écoutes en train de raconter comment elle écoute, voilà, et ça n'en finit pas les conversations et en plus souvent, les personnes qui se plaignent de ne pas avoir le temps de, de s'occuper de leur abondance, c'est des personnes qui n'ont pas la notion du temps et qui ne savent pas déjà, la première limite, elle est temporelle. Donc déjà, la journée, elle est de 24 heures. Où est-ce que tu places tes priorités dans ton planning? Comment regarde ton planning? Est-ce que il est dédié aux autres et il est dédié à gagner un argent qui ne représente pas ce que tu amènes comme talent ou est-ce que ton planning, il est au service de créer ton abondance? Donc, si tu dis oui à la première question, il est temps de changer ton planning et le organiser différemment. Et à partir du moment où toi déjà tu te limites dans ton planning, tu sais que quand tu vas voir quelqu'un, ça termine à telle heure parce que derrière, tu as d'autres choses à faire au service de ton abondance. Voilà, donc on est des êtres limités, donc c'est important de le reconnaître, se positionner ainsi face aux autres et aussi face au temps. D'accepter la limite du temps et de la mettre au service de notre projet d'abondance. Ah, super, Yumna. Et ce qui me plaît bien aussi dans ton livre, dont je raffiche la couverture, Les 4 pieds de l'abondance, c'est il y a beaucoup d'exemples concrets, justement, de réflexions qu'on peut avoir pour prendre un peu du recul sur sa vie. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Alors, j'ai une dernière question parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. On pourrait, sur ce sujet-là, y passer beaucoup plus de temps, mais ça vous donnera envie d'aller découvrir Ah, dans le aussi le livre, il y livre a de tout. Yumna. Mais oui, que je vous recommande évidemment. On peut pas parler d'abondance sans parler de l'équilibre entre le donner et le recevoir, à mon sens, hein, qui est quelque chose d'important. Et tu amènes dans le livre cette idée de quel sentiment on a sur le fait d'être digne ou pas de recevoir? Alors, est-ce que tu voudrais développer un petit peu cet aspect-là, notamment dans cet équilibre si évident quand on y est dedans, mais pas si évident quand on est en train de gigoter dans le panier, Ah, quoi, hein? absolument, j'adore parce que tu amènes vraiment les questions les plus brûlantes. Alors le donner-recevoir, la question que j'entends tous les jours, c'est: «Mais justement, moi je donne tellement, mais je reçois pas autant que je donne» et donc la question que j'amène derrière, c'est: est-ce que tu donnes pour avoir la reconnaissance? Est-ce que tu donnes pour recevoir? Ou est-ce que tu donnes parce que c'est ton cœur qui déborde, qui explose et que tu ne peux pas faire autrement que de donner? Et c'est ça la bonne réponse de donner. Si tu donnes conditionnellement pour recevoir, eh ben, c'est normal que tu ne reçoives pas. Parce qu'on ne reçoit pas parce qu'on donne. Et c'est ça, il y a un raccourci qui induit en erreur dans cette phrase-là.
C'est oui, l'abondance est les résultats de ce que je donne, mais il y a quelque chose qui n'est pas expliqué entre les deux. C'est que l'abondance est le résultat de ce que je donne de manière désintéressée, sans attendre en retour et à partir de mon axe. Donc, est-ce que je suis en train de donner à partir de mon axe ou est-ce que je suis en train de donner à partir de la petite fille qui a peur de déplaire et pour avoir de la reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'est la dynamique de donner-recevoir. Il manque toujours une explication entre les deux, qui est celle-là. Je vais la répéter parce qu'elle est importante. C'est est-ce que je Vas-y. donne à partir de mon axe ou est-ce que je donne à partir de la petite fille qui a besoin de reconnaissance et qui a peur de déplaire. Voilà. Et à partir de son axe, c'est la Jedi qui est en capacité de dire non. Et donc, quand elle donne à partir d'un oui véritable et non pas d'un oui qui a peur de ne pas recevoir, qui a peur de ne pas être connu, qui a peur de déplaire, qui a peur d'être pointé du doigt comme la mauvaise fille, etc. Donc, Soyons oui, tous et toutes des Jedi, s'il vous c'est ça. plaît. Allons-y. Voilà. Soyons fous et Et, folles. Et le recevoir. oui, et j'ai vu un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui disait les empathiques émotionnels qui savent dire non. C'est-à-dire être dans cette humanité, dans cette ouverture de cœur, mais être en capacité de dire non quand c'est pas juste pour soi. Et ça c'est la bonne posture dans l'abondance, c'est commencer à dire non avec élégance, mais assumer son non, quoi. Et là, l'humanité qu'on a prend tout son sens parce que quand on dit oui, on est aligné, on n'est pas en burn-out relationnel, on n'est pas dans la peur de l'autre, on n'est pas dans la petite fille, on est dans l'adulte, on est dans la femme qui s'épanouit, qui rayonne et qui est au service de son âme en fait. Ou l'homme, d'ailleurs. Oui, je parle de moi en tant que femme, mais Ah, évidemment d'accord. les hommes sont bienvenus. Oui, c'est sûr que voilà, Aussi, évidemment aussi, les parce hommes, je que parle de vous, je vous aime les hommes, je vous aime. Évidemment oui, les hommes aussi, aussi, ça marche pour vous. et oui. C'est la Et même alors là, dynamique. donc tu nous as donné une information très intéressante sur le donner, mais il y a aussi le recevoir et sa capacité à Est-ce que je accepter mérite? de voilà, est-ce que je mérite, hein? C'est ça que tu ramènes comme idée aussi dans ton livre. Ouais et effectivement, le fait de penser que je ne mérite pas, c'est aussi une des raisons, f très répandues qui fait que je n'arrive pas à avoir cette coupe d'abondance suffisamment grande et je dis toujours: «Oui, il faut avoir les ressources suffisantes pour traverser le malheur», mais on se rend compte que accueillir le bonheur, ça demande aussi des ressources intérieures, ça demande de dilater son cœur, de le muscler, d'ouvrir, de s'élargir dans son être pour accueillir ce bonheur immense aussi. Ça demande autant d'efforts que d'accueillir le malheur. Et des fois, et ben, on n'y arrive pas parce qu'il y a cette notion très judéo-chrétienne, très ce truc de je mérite pas de recevoir ou personne dans ma famille l'a fait. Donc pourquoi moi je serais mieux? Pourquoi moi je pourrais recevoir du bon alors que tous les gens que j'aime ne l'ont pas reçu. Donc c'est aussi une sorte de fidélité sous-jacente à ce truc que je mérite pas. Et puis aussi parce que c'est humain et ça fait partie de notre incarnation de dépasser ce truc de on a la plupart des gens ont ce truc: «Je suis moins bien que l'autre» et je le vois dans mes stages, dans mes séminaires. Même moi, je peux des fois avoir cette tendance à me comparer et dire: «Oh là là, elle a l'air vraiment mieux que moi» ou dans les stages: «Ah non, non, pas moi, mais toi, waouh, toi, non, toi, non, toi». Voilà et on se voit en miroir dans l'autre. On a cette tendance à voilà, à croire qu'on ne le mérite pas. C'est des blessures d'enfants, mal interprétées, mal digérées et là, encore une fois, bah, c'est de se rapprocher de gens qui travaillent dessus, qui, vont nous renvoyer en miroir qu'on le mérite, sans Mmh. rendre de compte et sans avoir besoin de le redistribuer. On mérite d'avoir plus que ce qu'on a à disposition parce que c'est quand même, la loi de la nature. Enfin, la nature, elle est gratuite. Le souffle, il est gratuit. On ne sait pas à quel moment, on ne le contrôle pas, on ne sait pas jusqu'à quand on sera vivant, mais tant qu'on est en vie, l'oxygène, c'est abondance. La nature, c'est abondance, elle nous donne à manger de manière, abondante et illimitée. Donc, c'est notre nature même, voilà, c'est l'abondance. On vient de l'infini et pour moi,
je vois l'incarnation un peu comme un jeu de piste ou un jeu vidéo où nos différentes épreuves d'incarnation, c'est justement de se rappeler qu'on vient de l'illimité et de refaire cette expérience de l'illimité dans la chair limitée. Et donc, tout ce qu'on a cité ensemble, le fait de penser qu'on ne mérite pas savoir poser ses limites, les croyances limitantes, l'environnement qui... Tout ça, c'est comme, c'était les étapes et les épreuves du héros ou de l'héroïne du jeu vidéo et qu'on est amené à désamorcer ces différents dragons de notre être pour justement accéder au Graal et gagner les différents niveaux et les différentes étapes de notre jeu vidéo et pourquoi pas vivre ce chemin-là comme une expérience où on va tomber, on va se relever, des fois on va échouer, des fois on va traverser cette épreuve et justement ritualiser, célébrer à chaque fois qu'on traverse une de ces épreuves et qu'on avance dans le jeu vidéo, le jeu de la vie au final. On est dans la réalité ici. Ah oui, je te rejoins tout à fait sur ce cheminement et la manière dont on pourrait l'aborder. Alors, avant qu'on se dise au revoir, je présente aussi un bel oracle que tu as fait, qui est l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu? Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait un tirage d'une carte pour le message du jour pour notre communauté finalement, et qui pourrait nous être utile. Et la couleur qui va avec. Donc, du coup, vas-y, je te laisse On va présenter ton faire un oracle. tirage. Donc, l'oracle des couleurs, c'est un jeu de 54 cartes. Il est extrêmement puissant. Je vous encourage vraiment à le tester. Sur mon site yumnatarasi.com, dans l'onglet oracle, vous pouvez faire un tirage gratuit si vous voulez tester avant de l'acheter. Sur Amazon, vous avez aussi des photos des différentes illustrations de l'oracle. Et c'est un oracle que j'ai créé pendant 9 ans. Donc voilà, ça a été 9 ans d'introspection, d'essais, de réécriture pour arriver à ce bel oracle. Et on me dit tout le temps, il est très puissant, il est très bluffant dans ses messages. Donc là, je mélange et je vais tirer une carte pour vous qui nous écoutez, justement pour dire quelle est la couleur qui va nous aider à faire le prochain pas pour son chemin d'abondance. Et je vais découvrir la carte en même temps que vous. Indigo clarté, ferme les yeux et tu verras. Indigo clarté, ferme les yeux et tu verras. Donc, elle est de la saison hiver. L'oracle des couleurs, il est divisé en 4 séries de 4 saisons. Et à chaque fois, on a le symbole de la saison ici. On a le numéro de la carte, le nom de la carte et le petit mantra en bas, ferme les yeux et tu verras. Et on revient à la notion de sécurité intérieure. On revient à travailler sa sécurité intérieure dans ces moments où tout bouge dehors. Où est-ce que c'est cet endroit solide dedans sur lequel je peux m'appuyer pour rester dans mon axe, rester dans mon cap, rester dans mon désir de vie, dans mon élan vital au milieu de ce chaos et avancer sans me figer et être une pionnière ou un pionnier de ce 21e siècle. Voilà, c'est une magnifique illustration de Monique Bejani, toujours au lotus et l'éléphant. Merci beaucoup, Yumna, pour ce beau moment d'échange sur le thème de l'abondance. Je réaffiche à nouveau la couverture. Vraiment, je vous invite, si vous êtes passionné par ce sujet et si vous sentez que vous êtes peut-être à des zones de blocage, d'aller explorer le livre Les 4 piliers de l'abondance de Yumna Tarazi aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Yumna, est-ce que tu aurais envie de faire passer un dernier message avant qu'on se dise au revoir? Bah écoute, déjà un grand merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir cet espace que tu m'as. Et à chaque fois, vous arrivez chacune et chacun qui m'interviewe, vous arrivez à me faire sortir des choses que j'ai jamais dit. Donc bravo, merci à toi. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, bah, sachez qu'il y a une nouvelle cohorte de la formation professionnelle S'habiller vrai. S'habiller vrai, qui est l'approche que j'ai créée en 2013, qui permet de se reconnecter à son essence grâce aux bons vêtements. Et là, je forme des gens à cette approche-là pour pouvoir l'utiliser dans leur vie. Et la prochaine session démarre à l'automne 2024. Donc, si vous voulez des infos, contactez-moi. C'est maintenant que les inscriptions ont lieu. Et à l'automne aussi, il y aura le nouveau livre S'habiller vrai qui sortira pour pouvoir se dévoiler
à travers les bons vêtements, toujours au Lotus et l'éléphant. C'est un merveilleux livre voilà, qui est parti en impression la semaine dernière et qui va sortir à l'automne et qui vous guidera sur comment vous reconnecter à votre essence grâce aux bons vêtements. On continue ce travail intérieur-extérieur. Merci beaucoup. Super. Merci Yumna, merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez et j'espère que vous prendrez plaisir à cette émission, quel que soit le moment, que ce soit en fin de journée ou en début de soirée. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de continuer ce cheminement avec confiance, avec espoir. C'est aussi l'objectif des émissions que je partage avec vous. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Merci Yumna et à une prochaine fois. Merci Patricia.